presque invisibles, mais vraiment partout. Ces petits composants sont un peu les gardiens silencieux du courant dans tous nos appareils. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers fascinant de la diode. Mhm. Notre exploration, elle s'appuie sur un cours assez détaillé qui décortique ce composant qui est fondamental. Tout à fait. L'objectif, notre mission si on veut, c'est de comprendre son rôle, comment ça marche au fond, et puis découvrir quelques variantes utiles. Prêt ? Ah oui. Et c'est une histoire assez riche en fait, hein. Ça remonte au tout premier détecteur à cristal de Brown, il y a plus d'un siècle, Ah oui, jusqu'aux LED bleus modernes qui ont tout changé pour l'éclairage. C'est vraiment une épopée, quoi, de la science des matériaux et de l'électronique main dans la main. bon, alors commençons simple. Une diode, c'est quoi exactement ? Et l'image qui me vient, c'est une sorte de clapet anti-retour, une valve à sens unique pour l'électricité. C'est une très bonne image, oui. Elle a deux bornes, l'anode, A, et la cathode, K, et le courant passe que de A vers K, c'est ça ? La flèche sur le symbole l'indique. Exactement, dans l'autre sens, c'est bloqué. Simple même. Pourquoi c'est si fondamental alors ? Parce que contrôler le sens du courant, c'est la base de tellement de choses en électronique. Et le secret de cette valve, il est au cœur du composant. C'est la fameuse jonction PN. La jonction PN. Voilà, on prend un semi-conducteur, le silicium par exemple, et on le dope, c'est-à-dire qu'on y ajoute des impuretés très contrôlées. Pour créer quoi? Alors, soit on crée un excès d'électrons libres, qui peuvent bouger, ça c'est le type N pour négatif, soit on crée un excès de trous des places où il manque un électron, ça c'est le type P pour positif. Ok, P a des manques, N a des surplus d'électrons. Et si on les met côte à côte, ça fait quoi à la frontière ? Eh ben, c'est là que ça devient intéressant. Les électrons en trop du côté N, ils sont attirés par les trous du côté P et hop, ils traversent. D'accord. Et les trous du côté P, eux, ils bougent vers le côté N, juste à la frontière, à la jonction. Les électrons rencontrent les trous et ils se neutralisent mutuellement. Ah, donc plus de charge mobile à cet endroit. Exactement. Ça crée une zone presque vide de porteurs mobiles, qu'on appelle la zone de déplétion. Et plus subtil encore, cette zone se charge électriquement. Les atomes qui ont perdu un électron côté N deviennent positifs. Ceux qui en ont gagné côté P deviennent négatifs. Une charge fixe dans... Oui, une charge fixe qui crée un champ électrique interne. Une sorte de barrière de potentiel, une petite colline électrique si tu veux, qui empêche d'autres électrons et trous de traverser facilement. D'accord, une barrière naturelle. Mais alors, comment on fait pour la contrôler ? Pour ouvrir ou fermer cette valve ? C'est là qu'intervient la polarisation. On applique une tension électrique de l'extérieur. Ok. En polarisation directe, on branche le pôle positif de la pile sur l'anode, côté P, et le négatif sur la cathode, côté N. Le sens passant, logiquement. Voilà, cette tension externe va s'opposer à la barrière interne. Si elle est assez forte pour dépasser un certain seuil, la tension de seuil, VF, eh bien la barrière diminue et le courant peut passer facilement. Et cette tension de seuil, c'est combien, typiquement ? Pour une diode au silicium standard, c'est autour de 0,7 volts. Assez peu, mais pas zéro. En dessous, quasi rien de passe. Au-dessus, le courant augmente très vite. La valve est ouverte. Et si on branche à l'envers ? Plus sur N, moins sur P ? Alors là, c'est la polarisation inverse. La tension externe va aider la barrière interne, elle va la renforcer. La zone de déplétion va s'élargir encore plus. Et donc, ça bloque le courant ? Ça bloque, oui. Enfin, presque. Il y a toujours un tout petit courant résiduel, très faible, qu'on appelle courant de fuite. Mais globalement, la valve est fermée. Mais attention, tu disais, si on met trop de tension inverse ? Ah oui, attention. Chaque diode a une limite de tension inverse qu'elle peut supporter. Si on dépasse cette tension, c'est le claquage. Pour une diode classique, de redressement par exemple, ça la détruit. Fini. D'accord. Mais tu as laissé entendre que parfois, ce claquage est utile. Exactement. Ça nous amène aux différentes sortes de diodes. Ce fonctionnement de base est déjà super utile, mais on l'a adapté. Le fameux zoo électronique. C'est un peu ça. Alors, les plus courantes, ce sont sans doute les diodes de redressement. On les trouve partout dans les alimentations. Pour transformer l'alternatif en continu, c'est ça ? Tout à fait. Le courant du secteur change de sens tout le temps. La diode, ou souvent un groupe de 4 en pont de diode, force le courant à aller toujours dans le même sens. Essentiel pour nos appareils électroniques. Et après, il y a celles qu'on voit partout, les LED. Ah oui, les diodes électroluminescentes. Elles, quand le courant passe en sens direct, elles convertissent directement l'énergie en lumière. Rouge, vert, bleu, blanc maintenant. C'est fou l'efficacité qu'elles ont atteint. Incroyable ! Et leur tension de seuil est un peu différente, souvent plus haute, ça dépend de la couleur.
1,9 volts pour du rouge, mais plus de 3 volts pour du bleu ou du blanc. Ok. Quoi d'autre dans le zoo? Les diodes Zener. Alors, elles, c'est spécial. Elles sont faites exprès pour fonctionner en polarisation inverse, juste à la tension de claquage, mais sans se détruire. Ah, pour utiliser ce fameux claquage? Précisément, quand on atteint cette tension Zener, VZ, la tension aux bornes de la diode reste hyper stable, même si le courant qui la traverse varie un peu. C'est génial pour faire des régulateurs de tension simples ou protéger des circuits contre les surtensions. Intéressant. Et il y avait aussi les Shokti, les sprinteuses. Pourquoi ce nom? Parce qu'elles sont ultra rapides. Leur secret, c'est pas une jonction PN classique, mais une jonction entre un métal et un semi-conducteur. Et ça change quoi, deux choses principales? Deux choses principales. Une tension de seuil beaucoup plus basse, parfois juste 0,2 ou 0,3 volts, ce qui veut dire moins de perte d'énergie. Et surtout, elle commute quasi instantanément entre l'état passant et bloqué. Parfait pour les hautes fréquences, comme dans les alimentations à découpage modernes. Ok, donc redressement, lumière, régulation, vitesse, sacré éventail. Mais tout ça, c'est le monde idéal, j'imagine. En vrai, une diode n'est jamais parfaite. Ah, tu mets le doigt dessus. Non, la diode parfaite, ça n'existe pas. La tension de seuil n'est pas une marche d'escalier parfaite, il y a une petite pente. Le courant de fuite en inverse n'est jamais nul. En direct, elle a une petite résistance interne. Des détails importants pour les concepteurs, j'imagine. Cruciaux. Selon l'application, on utilise des modèles mathématiques plus ou moins complexes pour tenir compte de ces imperfections. Parfois, le modèle idéal suffit, parfois il faut un modèle plus précis. Choisir le bon modèle, c'est aussi ça le travail de l'ingénieur. Bon, pour résumer. La diode, c'est cette valve unidirectionnelle pour le courant, basée sur la magie de la jonction PN. Mais elle se décline en plein d'outils spécialisés hyper utiles. Petit composant, mais impact immense. C'est exactement ça. Redressement, régulation, émission de lumière, commutation rapide. Elles sont au cœur de quasiment toute l'électronique moderne. Comprendre la diode, même juste les bases, ça ouvre vraiment des portes. Et ça laisse rêveur. Si on sait faire ces valves à l'échelle nano pour les électrons, qu'est-ce que les matériaux du futur nous réservent? Peut-être des valves pour contrôler des flux encore plus fous? La lumière, photon par photon, la chaleur, l'information quantique? Ça donne à réfléchir, non?